Jean-Pierre Roche, bonjour. Vous êtes responsable des questions de crise à Aéroport de Paris, qui est un grand hub mondial parmi d'autres. Et donc, dans une de vos missions, il y a d'aller voir ce que les uns et les autres, sur l'ensemble de la planète, peuvent avoir comme expérience dans ces crises souvent non conventionnelles aujourd'hui, souvent chaotiques. Et le mieux, c'est de vous écouter sur les différentes situations que vous avez pu aller voir, analyser. Et une des plus importantes récemment, c'était avec cette alerte terroriste et la crise qu'on a suivie pour British Airport à Londres. Le mieux, c'est vous écouter, et puis de prendre petit à petit connaissance de la complexité, des savoir-faire, des choses qu'il faut inventer, tout ça avec sagesse et humilité, parce que chacun a beaucoup à apprendre sur ces questions. Donc le mieux, c'est qu'on vous écoute. Bonjour. Effectivement, la politique qui a été définie à Aéroport de Paris après une phase d'apprentissage de la crise et de perfectionnement dans le domaine de la crise, c'était une politique d'aller voir ailleurs, une politique de faire des retours d'expérience, pas seulement sur nos propres cas, c'est un travail qui est fait systématiquement, mais d'aller apprendre ailleurs, d'aller anticiper ailleurs, et se dire à chaque fois, si c'était arrivé chez nous, comment aurait-on réagi? Est-ce qu'on aurait eu cette bonne idée ou est-ce qu'on aurait évité ce piège? Et donc c'est le principe de ce que l'on a cherché à faire, et à travers ces trois missions que vous avez évoquées, on est bien dans quelque chose qui est à la fois proche de la recherche et du simple retour d'expérience. Ce qui personnellement m'a le plus impressionné, c'est une crise très exceptionnelle, c'est Katrina, donc cette catastrophe d'une ampleur considérable, sur laquelle beaucoup de choses se sont mal passées, voire très mal passées. Et puis, au milieu de cette catastrophe, un îlot qui se passe bien à l'aéroport. La crise qui a été vécue par l'aéroport et la façon dont elle a été gérée, c'est pour moi une sorte de modèle de gestion de crise et qui contient les ingrédients du succès d'une gestion de crise. Alors, je vais la raconter un petit peu, hein, je crois que c'est la meilleure façon de le faire. Si on décompose cette crise, ce n'est pas une crise unique, c'est une série de crises, c'est un enchaînement d'événements qui dure pratiquement 6 mois. Elle commence dans le classique. Le classique, c'est l'attente d'un cyclone, un cyclone qui est particulièrement fort, dont on ne sait pas exactement quelle va être la trajectoire, et qui est attendu en appliquant les procédures de cyclone. Eh bien, d'abord, la veille, tous les avions s'en vont avec les personnels des compagnies aériennes vers d'autres destinations, donc il n'y a plus d'avions sur l'aéroport, et l'aéroport se calfeutre, ferme toutes les issues, se protège au maximum en attendant l'orage, et on applique des procédures qui démarrent 36 heures avant l'arrivée prévue du cyclone. Donc on est complètement dans le procédural, et c'est un procédural bien maîtrisé puisque ce sont des événements annuels. Et puis, un élément nouveau, c'est l'évacuation de la ville. Elle est décidée le dimanche matin, alors que le cyclone est prévu de passer dans la nuit de dimanche à lundi. Et c'est donc une décision tardive, et donc cette évacuation est très incomplète, et beaucoup de gens viennent à l'aéroport, soit pour mettre à l'abri leur voiture puisqu'il y a un parking à étage, soit simplement pour se mettre à l'abri. Et notamment, des personnels de l'aéroport viennent installer leur famille dans leur bureau parce qu'ils pensent que ce bâtiment est plus solide que leur maison qui est exposée. Et donc l'aéroport se retrouve de façon un peu inattendue avec 700 personnes à bord de l'aérogare. Le cyclone arrive effectivement dans la nuit, il est terrible, mais il n'est pas de force 5 sur l'aéroport lui-même, il est plutôt de force 3. Et donc, il provoque des dégâts qui arrivent en fin de nuit, vers 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Des dégâts relativement limités, puisque sur l'ensemble de l'aéroport, au total, l'aéroport aura 50 millions de dollars de dégâts, ce qui n'est pas considérable pour un événement de cette ampleur. Donc l'aéroport est relativement épargné. Et puis, après une nuit qui a sans doute
était très difficile. Ils perdent le courant électrique, ils perdent l'alimentation en eau, et ils perdent toutes les communications. Ce qui est légitime dans un cyclone, c'est des choses attendues. Et puis arrive le lundi matin, normalement, quand il y a une crise de cette nature, les secours affluent sur l'aéroport. Et on pourrait attendre l'arrivée de beaucoup de personnes. Et là, silence radio, il ne se passe rien. Personne ne vient de toute la journée de lundi. L'aéroport travaille à remettre en service l'aéroport. Il utilise pour ça les bonnes volontés des personnes qui sont sur le terrain. Donc le lundi midi, on peut ressortir de l'aéroport et on peut circuler à peu près normalement, il y a encore un petit peu de vent. Et dans la journée de lundi, ils font le décompte des dégâts. Et puis, ils passent seuls la nuit du lundi au mardi. Et le mardi, vers 9 h du matin, arrivent des hélicoptères. Donc ils ne savent rien, ils n'ont pas suivi l'actualité. Ils ne savent pas que dans le courant de l'après-midi, les digues se sont rompues et qu'à la catastrophe modérée, même sur la Nouvelle-Orléans du passage de Katrina, s'ajoute une catastrophe, elle, considérable, qui est la catastrophe industrielle ou humaine, disons, de la rupture des digues, qui provoque une inondation d'une ampleur jamais vue. Et donc, le mardi, arrivent des hélicoptères avec des personnes qui ont été élitreillées des toits de la ville de la Nouvelle-Orléans et qui arrivent sur l'aéroport, qui vont vers les pompiers et demandent qu'est-ce qu'on fait avec les blessés. Et donc les pompiers proposent assez naturellement de s'en occuper et s'installe dans la journée, toujours sans assistance, une noria d'hélicoptères qui vient vider ses contenus sur l'aéroport. Et les pompiers les gèrent, alors que c'est absolument pas le travail des pompiers de gérer une telle crise. Mais ils ont improvisé comment on place un hélicoptère, comment on trie les blessés, comment on fait ces choses-là. L'aérogare se transforme partiellement en hôpital. Il se trouve qu'il y a parmi les 700 réfugiés un congrès de médecins et d'infirmières qui est là, qui se porte évidemment volontaire pour traiter les blessés. Donc c'est un hôpital avec du personnel compétent, mais sans médicaments, sans lits. Et puis les secours n'arrivent toujours pas. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des volontaires parmi les passagers réfugiés dans l'aérogare, on nettoie la piste, on rend possible un atterrissage et le premier avion se pose en fin d'après-midi du mardi, un vol spécial qui va amener des vivres et qui va repartir avec le maximum de passagers, dont les personnels médicaux volontaires. Et toujours pas de secours. Les secours arriveront à 2 h du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Donc c'est un élément notable de cette affaire, le temps de mobilisation des secours, qui est lié soit à la désorganisation, soit à des décisions tardives, soit à l'ampleur du désastre et à la désorganisation des secours eux-mêmes. Donc l'ensemble de ces éléments ont joué pour faire que finalement les secours ne sont là que 48 heures ou un peu plus après la catastrophe. Et là, l'arrivée des secours fait rentrer l'aéroport dans une deuxième phase qui est que j'appelle une phase d'envahissement. Et cette phase va durer à peu près 13 jours. Il se trouve que l'aéroport est la seule partie de la ville qui présente une grande surface aménageable, qui présente des bâtiments durs intéressants et qui permet d'abriter l'armée, les secours, la Croix-Rouge, quelques dizaines voire centaines d'organismes qui viennent participer à la gestion de la crise. Et donc ça devient leur base vie, ça devient quelque chose de très difficile à gérer qui n'est absolument pas dans la compétence des personnels de l'aéroport. Et donc cette deuxième crise, qui est la crise d'envahissement, et que l'on retrouve dans d'autres situations, par exemple dans les tsunamis, l'aéroport devient un lieu saturé et qu'il faut gérer, c'est une gestion difficile. Et là, dans cette gestion, l'équipe de commandement de l'aéroport que nous avons rencontrée
s'est montrée particulièrement brillante et efficace. On pourrait penser dans une situation de ce type que l'armée aurait pris le pouvoir, eh bien non, l'équipe est restée à la tête de son aéroport, a su organiser une gestion de crise, a su organiser la gestion des 700 personnes, a su faire fonctionner ça de façon remarquable. Oui, il y a 5000 personnes de la 82e Airborne qui arrivent, et eux, ils sont 50 dans l'aéroport. Voilà. C'est un exploit. C'est un exploit. Ils gardent le pouvoir, ils disent à l'armée où elle doit s'installer, et ils organisent un dispositif de gestion de crise qui est intéressant, puisqu'il comporte plusieurs PC crises, dont un PC qui se réunit quotidiennement à heure fixe, et qui rassemble les militaires et les civils, et qui est l'endroit où se prennent les grandes décisions. Et donc cette organisation de la crise, il y a plusieurs aspects. Un des aspects intéressants en termes de gestion de crise, c'est par exemple la position du commandant, du directeur de l'aéroport, qui lui dit « moi je suis sur le terrain ». Donc il faut comprendre quelle est la situation. Il fait très chaud, parce qu'on est dans un pays tropical, il n'y a pas de climatisation, il y a très peu d'électricité, il y a juste un groupe de secours qui fonctionne et qui alimente juste les cuisines, un certain nombre de choses. Ils ont réussi à rétablir un petit peu d'eau parce qu'ils se sont souvenus qu'il y avait un ancien puits qui existait sur l'aéroport. Ils sont allés trouver la façon d'avoir de l'eau pour l'hygiène et pour boire. Les restaurants continuent à fonctionner avec le peu d'électricité qu'il y a, donc on est capable de nourrir ces personnes-là. Il y a les réserves qui vont bien, donc ils sont dans des circonstances relativement favorables pour que tout ça se passe relativement bien, mais ils sont complètement privés d'informations. Et donc le directeur prend une position consistant à dire « je suis sur le terrain et j'ai un adjoint de confiance qui est toujours dans un PC et qui est l'endroit où on peut me joindre de toute façon ». Et donc il est là où est l'information sur le terrain, c'est le seul endroit où on peut la capter bien, et cette information est disponible dans le PC, et on peut le joindre à tout moment. Ce qui nous semble que c'est la bonne façon de gérer les crises, avec un système avancé et des gens plus en recul, et une communication très forte entre eux. Là, dans ce cas, la communication était faible à cause de faible des moyens. Mais elle existait tout de même parce qu'on est dans des locaux relativement petits. Donc, une des 3 ailes de l'aérogare devient un hôpital qui est géré par la FIMA cette fois-ci et qui a des moyens d'un hôpital de campagne efficace organisé par les secours. Et la situation donc se stabilise. Les blessés qui arrivent, qui ont passé, donc ça dure 13 jours, donc au bout de 13 jours passés sur un toit, les gens arrivent en très mauvais état. Ils sont de plus en plus affectés, mais la noria continue. Et cette noria est accompagnée d'un pont aérien d'évacuation qui va donner à cet aéroport, en crise tout de même, le plus fort trafic qu'il a jamais rencontré. Par ailleurs, tous les personnels des compagnies aériennes sont partis et ne sont pas revenus. Et donc ce sont les personnels de l'aéroport dont ce n'est pas le métier, qui font l'exploitation des avions, qui font le placement des avions, l'embarquement des passagers, les contrôles qui vont bien, etc. Donc ils apprennent tous les métiers qui ne sont pas les métiers du gestionnaire de l'aéroport pour les faire dans des conditions suffisantes pour un pont aérien. Évidemment, dans ce contexte, toutes les règles volent en éclats. Je veux dire, il n'y a plus de règles. Les règles de sûreté sont réduites au strict minimum. Les pompiers ne font plus leur métier de sécurité. Et on peut penser que s'il y avait eu un crash d'hélicoptère ou un crash aérien pendant cette période, ça aurait pu être dramatique. Ils n'ont pas eu à gérer ce type de situation. Donc voilà la deuxième période de la crise. Alors on peut penser que c'est fini. Eh bien non, c'est pas fini parce que la ville de la Nouvelle-Orléans, qui est devenue inhabitable pour sa plus grande partie, seule la vieille ville qui était hors d'eau est en bon état, tout le reste est inondé et inhabitable pour des dizaines d'années. Et donc la ville s'est vidée, le trafic aérien est parti aussi. Et
il faut en tenir compte tout de suite, et le personnel de l'aéroport, qui comporte à peu près 200 personnes, la décision est prise de licencier la moitié de ces personnes pour passer à 100 dans les 6 mois qui ont suivi Katrina. La décision de licencier, la décision de faire des emprunts exceptionnels, la décision de changer les tarifs de base de l'aéroport de façon à lutter contre la concurrence des aéroports voisins, par exemple l'aéroport de Bâton Rouge qui a doublé son trafic entre-temps. Toutes ces décisions sont prises de façon à gérer la crise économique qui est créée par ça. Donc voilà 6 mois de crise à peu près pour cet aéroport qui a retrouvé, après 6 mois, à peu près la moitié du trafic qu'il avait avant, alors qu'il allait avoir ses 10 millions de passagers cette année-là. Il ne les aura pas eu à cause de Katrina. Et il mettra longtemps à les retrouver. Alors, si on essaye d'analyser ce qui est intéressant dans la crise, j'ai cité un peu tout à l'heure le mode de management de la crise par le directeur d'aéroport. Il y a des éléments qui frappent. D'abord, les procédures de gestion de crise. Évidemment, les procédures de gestion de crise, dès le 2e jour, elles volent en éclats. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui est applicable. On ne peut pas avoir prévu de telles situations et avoir joué des scénarios. Donc, dès le 2e jour de la crise, tout le monde est dans l'improvisation. Et cette libération qu'ils ont eue en disant, c'est une phrase du directeur de l'aéroport, c'est dire on a commencé à être performant le jour où on a mis à la poubelle tous nos bouquins. Et c'est donc là, il a bien une limite. Il est tout à fait indispensable qu'il y ait un cadre de gestion de crise, qu'il y ait des scénarios prévus, qu'il y ait des choses de cette nature qui soient préparées, parce que si on n'est pas préparé du tout à la crise, on ne peut faire que des choses horribles. Mais après, très rapidement, dans des situations aussi extrêmes, on rentre dans l'improvisation, dans le système D, dans la débrouillardise, dans la survie tout simplement. Et là, cette équipe-là l'a très bien géré. Par exemple, les maternités, c'est pas prévu de transformer un aérogare en maternité. Voilà. Donc il y a à peu près 26 ou 27 naissances, je ne sais plus quel est le chiffre exact, qui ont eu lieu à l'aéroport. Et les gens de l'aéroport en sont très fiers. Donc la faculté d'improvisation est très importante. Il y a un autre élément qui apparaît très important, mais là c'est plus notre impression quand on a rencontré ces gens-là, c'est la solidarité de l'équipe et le charisme du dirigeant. C'est incontestablement un élément fort. On sent que cet homme avait la volonté de garder la main sur son aéroport, de garder la main sur son équipe. Il a créé une solidarité autour de lui. Il a un mode de management extrêmement efficace, extrêmement attentif aux gens. Et les gens ont une sorte de dévotion envers lui et qui est palpable dans leur entretien. On les a rencontrés 6 mois après. On les a rencontrés 6 mois après et on sentait ce charisme et le souci qu'il a eu dans la rencontre avec nous de faire s'exprimer chacun. Montrait quelqu'un qui avait le souci du débriefing psychologique de ses personnels. Et donc ces qualités-là ont probablement été des qualités, c'est ce qu'on a ressenti en tous les cas, des qualités dominantes dans la gestion de crise. Finalement, sa performance, c'est pas d'avoir traversé cette crise, c'est d'avoir gardé la mainmise sur la situation pendant toute la durée, de ne pas avoir été remis en cause. Et d'avoir gardé la maîtrise. Le deuxième élément qui m'a frappé aussi, c'est les personnels de l'aéroport, les dirigeants et les autres, sont tous des sinistrés, ou pratiquement tous. Et donc, ils ont à la fois fait évacuer leur famille, évacuer leur maison. Ils se sont rendus à l'aéroport, ils y sont restés. Le directeur de l'aéroport n'est pas sorti lui-même de l'aéroport pendant 24 jours, mais sa famille était à l'abri et il était tranquille avec ça. Mais la plupart des autres ont eu leur maison détruite. Et c'est très difficile à imaginer que l'on puisse garder une maîtrise professionnelle forte
en ayant ses inquiétudes sur ses biens, sur sa famille. Et ces gens-là l'ont fait. Et ils l'ont fait dans de bonnes conditions. Donc il y a ici quelque chose de fort. Et il faut essayer d'imaginer comment on se comporterait soi-même dans une situation où on est affecté sinistré soi-même. On a vu d'autres exemples dans la Nouvelle-Orléans, je pense au directeur du port, ou à son adjoint, qui était, me semble-t-il, plus affecté que les gens de l'aéroport. Donc la moitié à peu près du personnel dirigeant qui était encore sur place vivait dans des mobile homes parqués dans l'aéroport, des mobile homes qui ne résistaient pas aux prochains cyclones, et ils y ont été ils y sont peut-être encore alors qu'il est, on ne sait pas. En tout cas, leur maison est inhabitable et pour très longtemps. Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est la déstructuration, la destruction de toutes les références. C'est-à-dire à la fois, cet homme gère la dernière plateforme de vie de la la région, et c'est ça son aéroport, ce n'est plus un aéroport, et à la fois une masse de petits détails où on n'en sort pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de compagnie des eaux, les pneus crèvent en permanence, il faut aller chercher des pneus mais il n'y en a plus, et on peut pas naviguer dans le coin parce que c'est complètement sous l'eau. Quand on peut conduire, il y a des barrages militaires partout. Enfin, c'est tenir ça. Effectivement, toutes les références ont disparu, il faut tout réinventer. Donc on est dans des circonstances très exceptionnelles. On peut penser qu'un autre aéroport ne vivra jamais une telle situation, que c'est un cas quasiment unique. Mais ça a existé et ça a été relativement bien maîtrisé, puisque il y avait vraiment besoin de ça pour la ville de la Nouvelle-Orléans, dont la configuration avait besoin de l'aéroport. Alors, un des éléments qui est intéressant, qui relève de l'inspiration, c'est l'histoire des digues. Je la raconte très rapidement. Donc, la piste principale de l'aéroport avait été prolongée, et cet aéroport est protégé des marées du lac Pontchartrain par un système de digues qui a été ouvert pour laisser le prolongement de la piste. Et donc une nouvelle digue a été construite pour faire le tour de la piste. Et la décision a été prise de relever cette digue, et l'investissement minimum qui était nécessaire là-dessus était un investissement pour la montée de 30 cm. Et en fait, la décision a été prise de la monter d'1 mètre. 1 mètre, pourquoi? Parce que cette digue s'enfonce naturellement et donc elle aurait tenu plus longtemps. La raison était probablement que c'est assez gênant de faire des travaux en bout de piste. Ça conduit à limiter la masse au décollage des avions ou à fermer la piste éventuellement. Donc, il se trouve que ces travaux de rehaussement de la digue ont été terminés la veille pratiquement de Katrina, du passage de Katrina, et que les décisions qui ont été prises, c'est-à-dire relever la digue plus haut que nécessaire, faire une incitation financière à l'entrepreneur pour qu'il termine plus tôt, et la chance qui fait que ce soit terminé juste avant a fait que l'aéroport n'a pas été inondé. En fait, 70 cm étaient nécessaires. Je parlais de 30 cm tout à l'heure. 70 cm étaient nécessaires pour protéger et la digue avait été rehaussée d'1 mètre. Donc cette protection de l'aéroport, qui rendait son utilisation possible, de jour uniquement, était une vraie inspiration plusieurs années après. Est-ce qu'on peut dire que... Et je pense que pour avoir fait prendre des décisions d'investissement, faire prendre une décision de surinvestissement de cette ampleur, c'est pas facile. Et donc, les arguments qui ont étaient inspirés, on va dire. Je dirais que cette situation de la Nouvelle-Orléans est pleine d'enseignements qui sont difficiles à transcrire dans des formations au jour le jour de personnel chargé de la gestion de crise. Mais déjà, leur raconter ces histoires-là, c'est probablement productif. Et un peu comme si c'était un chef d'orchestre qui va jouer sur beaucoup d'instruments, beaucoup de claviers, tout en donnant une cohérence à l'ensemble, et avec son orchestre dont chacun des membres est en situation très difficile. C'est
Assez brillant. C'est assez brillant. Oui. Alors, il y a autre chose qui joue dans ces situations-là, que l'on connaît aussi à Paris, très clairement, c'est la solidarité, la mobilisation des gens, le, le volontarisme. Je veux dire que les situations exceptionnelles suscitent ce genre de situation, et on le rencontre. Alors, euh, la- au moment de la reconstruction, une solidarité qui était importante, c'est la solidarité entre les aéroports nord-américains qui sont regroupés dans des associations de travail et qui se sont échangés des pièces de rechange, échangés des moyens de remettre en service la Nouvelle-Orléans. Et cette solidarité a été importante dans les 6 mois qui ont suivi la crise pour la reconstruction. Voilà donc ce que je pourrais dire sur la Nouvelle-Orléans. Donc une crise un peu hors norme, vraiment hors norme, mais qui contient des enseignements applicables tous les jours. Et ça les a beaucoup surpris de perdre toute leur communication. Tu sais, ils n'avaient jamais envisagé de les perdre toutes, y compris même peut-être en large partie les téléphones Voilà, satellites. on ne joue jamais ça dans les Ouais. exercices de Ouais. crise. La suppression de toutes les communications, ce serait la suppression de l'exercice lui-même, parce qu'il n'y a plus, Et donc, il faut imaginer quand même que ça puisse arriver. Euh, on l'a connu d'ailleurs, nous, d'une certaine façon, dans la tempête de 1999. C'est-à-dire que toutes les antennes des GSM avaient été arrachées, et les personnes que l'on arrivait à envoyer sur le terrain, on n'en entendait plus parler pendant toute la journée, donc on ne savait pas, il n'y en avait pas de compte-rendu de la situation. Et donc là, ils l'ont trouvé à grande ampleur, c'est-à-dire au niveau d'une ville, avec de très rares moyens de communication. Il n'y a pratiquement que le téléphone satellite qui fonctionnait. Et donc sur l'aéroport lui-même, ils ont appris à fonctionner sans communication. Alors j'imagine quand même qu'au bout d'un certain temps, les militaires et le FIMA avaient leurs propres moyens de communication mobile. Bon, ça c'est la Nouvelle-Orléans. Voilà, voilà pour la Nouvelle-Orléans. La deuxième crise, c'est Toronto. À Toronto, qu'est-ce qui s'est passé? La ville de Toronto a été infectée par le SRAS, c'est-à-dire la pneumopathie atypique, le SRAS, qui est passé très très rapidement par l'aéroport. C'est En une 2003. personne. En 2003, oui, en 2003, c'est en 2003. Et donc au moment de l'épidémie du SRAS, qui commence fin février, la situation d'épidémie n'est pas encore déclarée, et l'OMS réfléchit à cette maladie mystérieuse qui apparaît en Asie du Sud-Est. Alors il se trouve qu'une Canadienne, s'est rendue à un mariage à Hong Kong, et en rentrant de Hong Kong, elle fait une correspondance aux États-Unis, et elle arrive à Toronto. Elle passe, avant qu'il y ait des mesures mises en place, elle passe par l'aéroport, et elle se rend dans sa famille, où là, elle intoxique toute sa famille, et puis à partir de là, cette intoxication se répand dans toute la ville avec à peu près 400, de l'ordre de 400 victimes, dont une quarantaine de morts. L'OMS recommandait qu'on ne se rende pas à Toronto, de même à Hong Kong, à Pékin, à Hanoï et les villes d'Asie du Sud-Est. Et donc, c'est la seule ville occidentale qui a subi une vraie épidémie. Après ce passage d'un malade à Toronto qui déclenche l'épidémie, on a une décision qui est prise de faire un contrôle systématique de la température sur une partie de l'aérogare, de la température des gens, par des moyens infrarouges. Et ces moyens sont mis en place très rapidement. On contrôle les gens qui arrivent des pays à risque, c'est-à-dire essentiellement l'Asie du Sud-Est, mais aussi les gens qui partent, puisque Toronto fait partie des pays, la ville de Toronto fait partie des pays à risque. Et donc, ce double contrôle de température, au départ et à l'arrivée, dans une des parties de l'aérogare, est organisé dans l'urgence. C'est difficile à organiser, ça soulève plein de problèmes logistiques qui ont été, semble-t-il, résolus.
Mais ce système de détection n'a détecté personne. Il a détecté beaucoup de personnes qui avaient plus de 38 de fièvre, plusieurs milliers, qui ont été isolés, séparés, mais aucun n'avait le SRAS. Et donc c'est une mesure très difficile à justifier et qui ne pouvait pas avoir un rôle, compte tenu de la date à laquelle s'est passée cette première personne, qui ne pouvait pas avoir un rôle dans cette maladie. Et donc c'est l'aéroport dont le système de gestion de crise est performant, l'aéroport a eu un rôle particulièrement important dans cette gestion de crise, puisque une des raisons de la propagation de cette maladie était dans le système de santé et dans la coexistence d'un système régional et puis d'un système fédéral dans la ville de Toronto. L'aéroport étant fédéral, la salle de crise de l'aéroport était le bon endroit pour réunir l'ensemble des fédéraux et des locaux pour arriver à mettre en place une politique. Et donc l'aéroport a joué un rôle important dans cette gestion de crise au niveau national du fait de cette configuration. Alors, dans les mesures qui ont été prises, on peut citer la préparation de hangars pour faire d'éventuels cas. Troisième cas, le cas de Londres, en août 2006. Dans la lutte antiterrorisme, pour raconter rapidement l'histoire, le gouvernement anglais a détecté, avec probablement l'aide de services secrets étrangers, un complot terroriste visant à détruire en vol tous les avions, un jour donné, partant de Londres vers les États-Unis, ou au moins les avions de certaines compagnies aériennes, avec des explosifs liquides. Et donc, c'est très intéressant de voir que les terroristes qui étudient le système de protection des aéroports avaient identifié que l'on pouvait très simplement, avec une personne seule, en utilisant des produits autorisés à l'emport à l'époque, qui étaient donc des produits liquides dans des bouteilles, en utilisant un iPod ou un système quelconque pour avoir des fils et une pile camouflée, un détonateur camouflé en pile, on était capable très simplement de fabriquer une bombe à bord, et c'est ce projet-là qui avait été mis en œuvre et qui a été par bonheur détecté. Et donc la décision prise par le gouvernement britannique, sentant venir le passage à l'acte des terroristes, ça a été le 10 août, c'est-à-dire avant la pointe du 15 août, qui est le jour de pointe absolu de l'année à Londres. Un autre jour de pointe, c'est Noël, donc les deux pointes de l'année sont Noël et le 15 août. Et donc ce 15 août, la décision a été prise le 10 août, de ne pas prendre le risque de passer le 15 août et d'interdire les liquides à bord, d'interdire tous les bagages à main à bord, et donc les seuls documents qui étaient permis, c'était des papiers, de l'argent liquide, et le tout dans un sac en plastique, et puis tout le reste en bagage en soute ou détruit. Cette décision a probablement été salutaire, on en est à peu près certain maintenant, que ce n'est pas un complot imaginaire. Mais elle se présente à l'aéroport à 2h du matin. Personne à l'aéroport de Heathrow, alors à la BAA, British Airport Authority, qui gère les 3 aéroports de Londres, puis Stansted, Heathrow et Gatwick, c'est puis d'autres aéroports dans le monde et en Angleterre. La décision est prise à 2h du matin, est communiquée à 2h du matin, d'interdire tous les bagages en cabine, premièrement, et deuxièmement, de contrôler systématiquement, de faire une fouille systématique par palpation de tous les passagers et de tous les personnels. La palpation, pour l'instant, elle se fait sur une petite partie des gens qui passent à travers les postes de contrôle. Et donc c'est une mesure qui ralentit considérablement le flux des passagers. Or, un aéroport, et un hub de correspondance comme est Londres, comme est Paris aussi, Charles de Gaulle, est un endroit où tout se passe à flux tendu.
C'est-à-dire qu'il y a un flux d'avions à l'arrivée, suivi d'une vague d'avions au départ. Il y a un flux des bagages, il y a un flux du fret, et il y a un flux des passagers. Et donc c'est la synchronisation et l'harmonisation de l'ensemble de ces flux qui fait qu'un aéroport, un hub, fonctionne bien. Et c'est particulièrement délicat à faire en période de pointe. Et on sait bien qu'en période de pointe, quand il y a la moindre anicroche sur l'un des flux, soit qu'il y ait une panne de livraison bagages, soit une panne informatique qui ne permet plus l'enregistrement, eh bien on se retrouve tout de suite devant des difficultés qui peuvent dégénérer, qui dégénèrent dans des situations complètement chaotiques. Alors on connaît ces situations avec la neige, on connaît ces situations avec les pannes informatiques, avec les pannes de livraison bagages, et on connaît maintenant ces situations aussi avec le renforcement des mesures de sûreté, parce que ce qui caractérise la crise de Londres, c'est que tout d'un coup, la capacité de filtrage des passagers, au départ, a été divisée par deux, un jour de pointe où il y avait besoin de toute la capacité, et encore, elle était sans doute pas suffisante, et ça a conduit au plus grand désordre, au plus grand chaos qu'ait connu l'aéroport de Heathrow notamment, mais aussi les autres aéroports de Stansted et Gatwick depuis longtemps. Alors, ce chaos a duré à peu près à Heathrow, pour prendre cet exemple, du jeudi matin, 2 heures du matin où a été prise cette décision, jusqu'au lundi d'après. Pendant cette période-là, il y a eu à peu près 30% d'annulation des vols. Mais des annulations de vols non pas programmées, comme on pouvait l'attendre, mais des annulations erratiques, c'est-à-dire que la compagnie aérienne, ne voyant pas arriver ses passagers parce qu'ils sont bloqués au départ, soit fait attendre son avion, ou le fait partir à vide, ou incomplet, et derrière on se retrouve avec la nécessité de recycler les passagers, de les inscrire sur d'autres vols, etc. Donc tout dégénère très rapidement. Et les queues exceptionnelles qu'il y avait, qui faisaient plusieurs centaines de mètres devant les postes d'inspection filtrage, se sont traduits par l'obligation, pour des raisons de sécurité, d'évacuer l'aérogare, parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, et d'organiser l'attente à l'extérieur. Et donc cette désorganisation complète des aéroports a duré 5 jours sans beaucoup de réactions de la presse. Il y a simplement des réactions, mais des réactions modérées. Et ce n'est qu'à partir du lundi que s'est déclenchée contre British Airport Authority une campagne de presse extrêmement virulente, comme savent le faire les Anglais, qui tirait à boulet rouge sur la BAA. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre dans cette crise, c'est pourquoi avoir accepté ce chaos pendant 4 jours de suite, et pourquoi tant de virulence des attaques. Parce que je dirais que Aéroport de Paris a connu, avec des situations de neige qui sont génératrices de chaos, on le voit en ce moment avec les tempêtes des États-Unis, c'est bien connu que un jour, on ne peut pas passer le trafic d'un jour de pointe. Quand il y a de la neige, il faut forcément élaguer dans le trafic. L'élagage qui était nécessaire dans le trafic pour que ça se passe dans des conditions relativement ordonnées était de l'ordre de 30%. Et donc ça, c'est bien une spécificité des hubs qui sont une concentration de tous les moyens pour l'efficacité, pour la rentabilité, pour la modernité, mais aussi une concentration de tous les risques sur un même aéroport. Et là, on voit bien que la moindre anicroche fait dégénérer ça en chaos. Et ce chaos est très difficile à maîtriser. Alors, si on analyse un petit peu cette crise de Londres, qui a duré beaucoup plus longtemps que ça, parce que on peut considérer que pratiquement c'est un trimestre qui a été perdu, parce qu'après cette crise qui a duré toute la fin du mois d'août, les procédures de sûreté ont changé plusieurs fois jusqu'en novembre, et donc pratiquement
en février 2007, c'est-à-dire 7 mois après la crise, ISRO n'avait toujours pas retrouvé ces standards de qualité de service qui sont moins de 10 minutes d'attente au poste d'inspection filtrage, avec une probabilité de 95%. On peut dire, en voyant les choses de loin, c'est que ce grand succès de la lutte antiterroriste est devenu une crise majeure du transport aérien. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que BA et le transport aérien ne subissent pas cette crise? Alors, en l'analysant un petit peu, il y a d'abord un premier élément, c'est l'analyse stratégique initiale. L'analyse stratégique initiale n'a pas permis d'identifier complètement la difficulté qui allait être soulevée. Si on comprend ce qu'en dit le directeur de BA, le gouvernement ne souhaitait pas donner une victoire aux terroristes, et donc a dit, si vous êtes capable d'exploiter vos aéroports dans ces conditions-là, faisons-le. Et donc la réponse de l'aéroport a été de dire, la situation va être dégradée, mais on peut le faire. Et donc, il n'y avait pas dans cette analyse stratégique qui a conduit à cette décision, il n'y avait pas une analyse stratégique plus approfondie où des gens ou des dirigeants d'aéroports qui auraient eu plus de métiers auraient su que cette fouille systématique de tous les passagers était catastrophique et ne permettait pas de passer le trafic. Et il aurait dû savoir que si on arrêtait un flux, ou si on ralentissait terriblement un flux, il y avait des conséquences sur l'ensemble de l'aéroport. Et donc, il me semble que pour accepter cette mission, il aurait fallu que l'aéroport dise « je l'accepte » à condition qu'il y ait un pourcentage d'annulation des vols. Et il semble que la crise médiatique n'aurait pas été aussi forte si ça avait été annoncé au début. Alors l'aéroport de la BA l'a compris quelques jours après et a fait, après 4 jours de chaos, a fait cette proposition d'abattre de 30%, d'annuler 30% des vols d'office. Il faut comprendre qu'une annulation programmée, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'une annulation qui est faite parce que l'avion n'est pas venu ou parce que l'équipage a passé son temps limité. Et ça, c'est une annulation chaotique, alors qu'une annulation planifiée, ça se gère dans des conditions à peu près normales. Et donc, il a eu il a trop accepté le challenge. Il aurait dû faire plus que des réserves, dire je ne peux pas accepter ce challenge et il me faut un challenge réduit. Alors on sait faire, on sait faire en France en tous les cas, on sait gérer, lorsqu'il y a des grèves du contrôle aérien par exemple, on sait gérer un service minimum qui consiste à abattre de l'ordre de 80%, de faire 80% d'annulation, c'est la Direction générale de l'aviation civile qui le fait. On sait faire un certain nombre de choses. Et la BA sait faire aussi un certain nombre de choses, puisqu'elle a eu le problème qui nous a été mentionné par les gestionnaires de crise de BA, le problème de la crise de Buncefield, qui est l'incendie d'un dépôt de pétrole qui a privé de 30% de ses capacités de carburant ISRO. Et donc ISRO était capable d'organiser le rationnement de ce carburant, qui se faisait évidemment par des annulations de vol. Et donc, cette fois-ci, il a essayé de le faire, mais après 4 jours de crise. Et là, cette tentative d'annulation a été la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc, effectivement, elle a eu lieu. Il y a bien eu le lundi qui a suivi la crise, il y a bien eu 30% d'annulation des vols par toutes les compagnies aériennes, mais aussi le déclenchement d'une campagne de presse qui mettait en valeur la nullité de cette direction d'aéroport, à sa grande surprise. Après, si on regarde les circonstances générales qui ont conduit à cette crise de l'aéroport, on voit que toutes les conditions étaient réunies pour que BA soit attaqué. Alors, quelles étaient ces conditions? Il faut savoir que BA, qui était une société cotée, a fait l'objet d'une OPA hostile de la part de Ferrovial au mois d'avril. Ferrovial, c'est une société espagnole. Cette OPA hostile a abouti au rachat par Ferrovial de BA, qui gère, je ne sais pas exactement, mais une quinzaine d'aéroports dans le monde, dont 5 ou 6 en Angleterre.
qu'on voyait bien dans la presse, c'est The Spanish-owned BAA. Et cette propriété par les Espagnols peut être mal ressentie par les Anglais. Donc c'était un premier élément défavorable. Alors le président venait d'être nommé. Il avait 3 semaines d'ancienneté le jour de la crise. Et c'était l'ancien directeur des achats de BA. D'autre part, il y a une polémique en Angleterre qui est notamment activée par la compagnie British Airways, qui est de dire que le monopole de la BA sur les 3 aéroports de Londres est une mauvaise chose, et pour les investissements, et pour l'écoulement du trafic, et que s'il y avait une concurrence entre 3 organisations aéroportuaires, 2 ou 3, il y aurait probablement une meilleure utilisation des moyens et une meilleure qualité du transport aérien. Et cette polémique, évidemment, est réactivée à cette occasion. Par ailleurs, d'autres circonstances propres à British Airways, qui sont le fait qu'il y ait un nouveau président, qu'il a été extrêmement agressif avec la BAA, alors que les compagnies aériennes et l'aéroport coopèrent en salle de crise au quotidien sur chaque aéroport. La BA a été très surprise que sa proposition de réduire le trafic conduise à cette situation. Alors cette proposition portait essentiellement sur Heathrow. Je crois aussi qu'elle a été présentée de façon maladroite. Et donc BA a accepté une mission impossible. Il était impossible d'augmenter la capacité d'écoulement au poste d'inspection filtrage. Ils ont mis très longtemps à arriver à faire mieux. Il a accepté cette mission impossible sans précaution aucune. Il a essayé de mettre les précautions avec 4 jours de retard. Et il a déclenché à proprement une crise. Alors comment pourrait-on faire? C'est la question qu'il faut se poser devant cet exemple. C'est devant une situation d'un challenge inacceptable, comment percevoir dès le début qu'il ne faut pas l'accepter? Et comment mettre en place dès le début les conditions, je veux bien, mais pas avec 100% du trafic. C'était la condition sine qua non pour que cette crise se passe bien. Et il semble qu'ici BA l'avait fait. Et je ne suis absolument pas sûr qu'Aéroports de Paris, devant la même situation, on aurait eu cette inspiration, cette analyse stratégique en disant ça va forcément très mal se passer, et donc il ne faut pas accepter le challenge comme ça, pas sans condition. S'il l'avait fait, ça l'aurait grandi vis-à-vis du public. Nous sommes des professionnels, nous savons que c'est une mission impossible, et donc nous demandons de réduire le trafic. Et si on nous dit faites-le quand même, eh bien, nous savons que ça va très mal se passer et nous vous l'annonçons. Et donc là, la crédibilité de BA aurait été intacte. Alors, c'est aussi très difficile à faire et je me garderais bien de dire que nous, Aéroports de Paris, on l'aurait fait. L'effet de surprise qui me semblait encore destructeur, un président averti à 2 heures du matin, certains vols sont déjà à l'embarquement, des passagers en correspondance, on leur dit vous mettez tout sur des tapis à bagages, aussi bien le téléphone portable que les ordinateurs. Celui qui n'a pas vraiment préparé une analyse stratégique en temps de crise va se faire happer par des millions de petites choses tactiques, va découvrir bizarrement que les tapis à bagages ne fonctionnent plus ou je ne sais pas quoi, et plus ça va aller, moins il aura du recul. Et ce que j'ai vu dans d'autres crises informatiques qu'on peut voir dans les aéroports à Londres ou ailleurs, c'est que, ou même dans le ferroviaire, c'est très difficile pour quelqu'un de dire je vous assure que ça ne passera pas. Et donc je préfère arrêter 2 heures le trafic plutôt que de vous dire en gros ça va passer. Il faut une très très grande capacité pour être en recul. C'est une très grande capacité parce que la tendance naturelle c'est de dire, pour employer, ça va le faire. C'est-à-dire on laisse se dérouler les événements, ça va passer. Et puis quand ça passe pas, c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, ça suppose d'avoir non seulement une capacité de mobilisation stratégique, mais l'habitude de la gérer. Parce que il y a des gens qui savent avoir des réflexions stratégiques, mais ces gens-là, il faut qu'ils soient sur la crise, dans la première heure de la crise. Et c'est là toute la difficulté de l'organisation. Et je pense que c'est peut-être ce que va apprendre Aéroports de Paris à travers ces expériences étrangères qui coupent, évidemment, je n'en parle pas, mais qui coupent évidemment des expériences qu'Aéroports de Paris a eues lui-même.
Aéroport de Paris va apprendre probablement à organiser cette réflexion stratégique, ce qui s'appelle par exemple chez EDF la force de réflexion rapide, qui paraît effectivement dans ces situations hors normes la façon de faire. Donc on travaillait sur la force de réflexion rapide qui aurait été nécessaire. Voilà. Et la force de réflexion rapide, elle ne se substitue pas évidemment à la décision du président. C'est lui qui doit prendre la décision. Donc je la vois, moi, comme une assistance. Le président a une vision globale de la situation de l'aéroport, de la crise qu'il a à gérer. Il ne peut pas avoir la vision détaillée. Et la personne qui va lui dire la fouille manuelle à 100%, ça passe pas, c'est vraiment un homme de terrain. Donc il faut quelqu'un qui ait la sensibilité du terrain, qui vienne lui dire ces informations-là. Même avec la meilleure intuition du monde, ça ne peut pas être la décision d'un homme, il a besoin d'un conseil. Et donc organiser ce conseil est un challenge, il faut savoir le faire vite, le faire bien, et le faire systématiquement, et y être entraîné pour à chaque fois sortir des choses évidentes. Parce que le piège, c'est de le faire au fil de l'eau, de dire bah, en gros ça devrait passer, puis je vais pas oser dire à un président que ça passerait pas, je vais me faire mal voir, au risque d'avoir la réaction, bah faites-le passer. S'il n'y a pas vraiment un entraînement de l'équipe, ça va être très très dur. Voilà. Alors, nous l'avons fait un petit peu, notamment lors de la crise du SRAS, pas dans la première heure de la crise, mais dans la première journée de la crise, on s'était réunis pour réfléchir à ce que voulait dire pour Aéroport de Paris la crise du SRAS qui commençait. C'était pas évident la première fois, on n'avait pas d'exercice, pas de préparation, et donc la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on attend de nous? Et c'était pas évident. Et donc, avoir fait des exercices, l'avoir fait une fois, s'habituer à ce type de réflexion, faire un vrai brainstorming, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, et c'est quelque chose qui, à mon sens, dans une organisation sensible à la gestion de crise comme le sont les aéroports, ça doit être géré tout de suite. Parce que la crise, c'est toujours la surprise. C'est-à-dire que même les crises les plus standards, les plus classiques, sur lesquelles on a le plus d'entraînement, qui sont par exemple la crise d'accident d'avion, chacune réserve des surprises. Il faut savoir les affronter. Et là, la grosse surprise, c'est d'imaginer tout de suite que à 2 heures du matin, on va demander à des gens de changer totalement de comportement, à des passagers en correspondance, d'aller mettre les portables Sur les sur les tapis à bagages. bagages, oui. C'est Mais aussi de savoir que si on rajoute 30% de bagages supplémentaires hors normes sur un système vétuste de bagages, ça ne va plus marcher. Et de savoir qu'il ne faut pas faire ça, c'était quelque chose qu'ils ont découvert par les pannes. Oui. Et donc, il faut vraiment avoir une intuition de l'endroit où ça va ne pas passer. Alors, peut-être que dans des systèmes surdimensionnés, ça n'arrive pas. On en a très clairement l'expérience à travers les situations de chaos les plus classiques que l'on connaît, c'est les situations de neige. Et la seule situation de neige qui est dégénérée en crise pour Aéroport de Paris, c'est une situation de neige un jour de pointe. Et donc il est très clair que la souplesse de l'organisation ou la résilience est un élément important. Il faut être très vigilant sur les jours de pointe parce que c'est le moment où la résilience est la plus faible. Et une crise comme celle de Londres qui arrive le jour de pointe annuel, c'est mortel. Et c'est mortel. Alors il se trouve que Heathrow en avait l'expérience, puisqu'il a eu des pannes informatiques, des pannes de livraison bagages, la grève Guette Gourmet, qui était aussi dans des périodes de pointe d'été. Ils ont eu ces situations de crise et ces situations chaotiques. Ils en ont l'expérience. Mais manifestement, leur maîtrise reste un progrès à accomplir. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on change d'univers. C'est-à-dire là, au même moment, on a des hubs mondiaux interconnectés, de plus en plus complexes, qui peuvent passer des situations complexes, mais il y a des effets dominos qui peuvent se propager à une vitesse extraordinaire. Au même moment, on a une tendance de certains, c'est ce qu'on disait sur le problème du glycol et de l'insuffisance de moyens pour dégivrer les avions à New York le week-end dernier, 17 mars. Si on ne se donne pas les moyens économiques de mettre sur pied des stocks suffisants, on se retrouve avec un maillon qui ne va plus et avec des effets de propagation qu'on n'avait pas imaginé jusqu'ici, parce qu'on traite des univers beaucoup plus complexes qu'auparavant.
Malheureusement, dans la complexité de la gestion d'un aéroport, mais j'imagine que c'est vrai aussi de beaucoup d'autres systèmes qui fonctionnent à flux tendu, il faut vraiment avoir une bonne intuition de tous les flux, une bonne connaissance de tous les flux pour savoir qu'un flux bloqué peut avoir des conséquences complètement inattendues. Alors, en termes de grammaire de gestion de crise, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une migration de la culture que l'on avait, c'est-à-dire que chaque crise, c'est un accident pour lequel, pour éviter que ça s'amplifie, on applique des plans et des procédures, à maintenant, pour traiter ces crises dans des univers complexes, enchevêtrés et assez sensibles, et avec des flux tendus, ce qui est vraiment important, c'est la capacité à se dire, très très à l'amont de la crise, de quoi il s'agit, est-ce que par hasard il n'y aurait pas des pièges là-dedans, et d'avoir dégagé une capacité de décision stratégique du président qui est capable de dire là je vais, là je ne prends pas, là je prends, et les deux à la fois, c'est une autre posture dans la gestion de la crise. Voilà, il me semble moi, que c'est une évolution, nécessaire, que c'est une étape 3 de la gestion de crise, ce qui est l'étape hantée dans les années 50, 60, jusqu'à 80, donc les crises existaient aussi de la même façon, les accidents existaient de la même façon, et l'aéroport de Paris n'en a pas été privé, Londres non plus, ils nous en ont raconté un certain nombre. Et puis il y a un moment où les crises, me semble-t-il, on le voit dans les années 2000, les crises ont une autre nature, des événements qui n'auraient jamais généré de crise dans les années précédentes deviennent des situations de crise quasi systématiques. Là, le fait que les aéroports soient devenus pour certains des sociétés anonymes ou des sociétés cotées en bourse a aussi un élément nouveau qui a son importance. Et donc ces éléments-là ont changé la nature des crises et les entreprises ont compris les unes après les autres que la gestion de crise était importante et qu'il fallait qu'elle se professionnalise. Mais passé ce stade de professionnalisation, il y a un stade de plus qui me paraît nécessaire de franchir maintenant, parce que des entreprises qui manifestement sont professionnelles et qui ont bien géré leur crise en termes d'organisation, comme l'est l'ABA, on l'a vu, c'est incontestablement des gens qui savent faire, sont tombés quand même dans le piège. Et ce qui aurait pu leur éviter ce piège, c'est des qualités de type intuition, de type réflexion stratégique, et des décisions qui auraient été contre l'avis de l'autorité. Donc des décisions difficiles à prendre, et qui auraient été prises si on avait présenté au président l'évidence que ça ne passait pas. Et ça, c'est une évidence que les professionnels de terrain ont. Et toute la difficulté, c'est d'organiser cette remontée. Donc en exercice, en simulation, en préparation, de s'être mis dans ces situations où il faudra remonter rapidement de l'information sur le thème, ça on peut, ça on ne peut pas, et la capacité au plus haut niveau du management de prendre en compte ces éléments, de les situer avec l'ensemble de l'univers, et de prendre une décision qui sera affichée le plus tôt possible à l'extérieur. Voilà. Parce que le professionnalisme dans l'histoire de Londres, ça aurait été d'annoncer que ça ne passait pas. Et là, ils auraient eu le respect. Et l'attaque de British Airways par presse interposée, en disant ces gens-là sont des incapables, aurait été impossible. Parce qu'ils avaient une vraie mission impossible et aucun aéroport n'aurait pu, en respectant les règles de sûreté, tenir ce challenge de passer 100% du trafic. Bien, il ne reste plus qu'à se mettre Je au crois travail. qu'il ne reste plus qu'à se mettre au travail Continuer plutôt. et à inscrire dans les organisations Oui. ces magnifiques idées qui sont, pour moi, des évidences, mais qui sont difficiles à Mais c'est très loin à communiquer. surtout nos cultures d'urgence, c'est vraiment très très loin. Merci. Merci.